vais introduire du coup le prochain speaker, Nicolas Rouillet, Senior Field Engineer chez Neo4j à Toulouse et pour l'enregistrement de tutoriel Neo4j. Mon expérience précédente, expert Big Data et architecte senior chez Orange pendant 10 ans, ingénieur logiciel et consultant pour Sopra Steria, Devoteam et Capgemini. Longtemps, on refait toute l'histoire. Ouais. J'ai lu l'histoire, j'ai lu le CV. En formation, diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Nancy, spécialisation en data science au MIT. Tu vas dire où je suis né? C'est pas marqué, ça. Faut que je demande au LLM, ça. Publication, co-auteur de 3 livres, y compris Neo4j et Graph Project Story. On va sûrement parler de Neo4j. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors, Est-ce que vous m'entendez bien en distant? A priori, ça va? Bon. Qui me dit mot consent? Alors, bonjour à toutes et tous. Et je vais commencer comme j'ai été invité par Emmanuel. Je vais vous inviter aussi. Par ce petit QR code, si jamais vous êtes à Paris le 26 prochain, on fait un petit déjeuner, voilà, où on va manger du LLM, mais aussi des croissants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y aura quelqu'un de BNP qui parlera d'IA générative et de graphes, comment ils ont utilisé tout ça dans un papier de recherche qu'on a coécrit avec eux. Avant de me représenter rapidement, je vais parler de quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup parlé de l'entreprise Klarna, qui est une entreprise de fintech, en fait, très grosse entreprise qui a... Ton écran suit pas en ligne. Est-ce que tu peux peut-être départager et repartager? Ouais, c'est bon. Oui. Partage. C'est figé. On est toujours sur ta presse. Ok. Tout l'écran. C'est bon, c'est qu'il y a un délai en fait. Il y a Non, mais j'ai su que c'était un délai. Il y a un délai. Vas-y. Ok, je passe en slideshow. Ouais, je pense aussi. Moi, je suis sur mon mobile. C'est peut-être aussi pour ça. Que, du coup, il y a... Mais j'étais pas autorisé sur la confi sur le réseau. Ouais. Je vais essayer, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça lag un peu trop. Donc Klarna, fondé en 2005, et son PDG, Sébastien Semiatkowski, il a pas mal tweeté dans les mois précédents en disant, si on résume un peu, il a jeté toute sa suite d'applications et il s'est reconcentré sur 3 petites choses, un graphe, de l'IA générative et un outil de code autour. Et il a dit des choses comme par exemple qu'ils ont utilisé beaucoup de providers SaaS, mais qu'au bout d'un moment, leur spécialisation en cheminée n'a pas suffi, et eux, ils ont besoin de ce qu'il appelle un opinionated software, un logiciel qui fait quelque chose de particulier pour eux, de custom. Voilà. Et il dit, ça a vachement de valeur parce que notre métier, il évolue, et donc je dois être capable de m'adapter. Donc il a dit aussi, on n'a pas tout remplacé, mais on a pris du LLM, du Neo4j, et les outils qui vont avec, notamment les éditeurs qui permettent de coder avec des LLM nativement. Alors, on va revenir un peu là-dessus, et puis on va parler de GraphRag aujourd'hui. Le GraphRag, donc RAG Retrieval Augmented Generation, donc c'est un mécanisme qui permet d'améliorer l'IA générative en tenant compte d'un contexte plus riche, organisé en structure de données connectées, en graphe. Donc en gros, ce schéma, vous allez le voir assez souvent. Nous, le parti pris, c'est qu'on va utiliser le LLM comme un perroquet. Il parle le langage naturel, et on va simplement mettre un agent in the middle. On prend la question du client, de l'utilisateur connecté, on va chercher les réponses avec un contexte augmenté. Donc on le verra comme on peut le faire avec différentes stratégies de GraphRag dans un graphe de connaissances. Et on fournit la réponse augmentée avec le contexte au LLM qui va gentiment la restituer en langage naturel puisqu'il sait bien faire ça. Donc pas forcément besoin ici de LLM spécialisé. Un LLM générique va suffire.
il y a une question derrière d'économie aussi, d'utilisation du LLM. On va peut-être être plus parcimonieux dans l'utilisation des tokens et on va être plus exact. Donc c'est ça la promesse, puisqu'on va créer un graphe de connaissances à façon pour le domaine métier de l'entreprise. Donc le but, c'est vraiment d'avoir le meilleur des deux. La puissance du LLM, et notamment en puissance statistique, mais qu'on va surtout utiliser pour la restitution en langage naturel, mais supprimer les hallucinations avec des données vérifiées, avoir des réponses qui sont contextualisées, et surtout montrer la boîte blanche, donc la vérifiabilité des sources, l'explicabilité. Donc alors notre CTO, Philippe Rattle, il a tendance à dire d'une façon assez élégante, parce que moi j'appelle élégant un anglais qui parle français. Oui. Donc il dit, il se trouve qu'accidentellement on a créé la technologie qui permet de résoudre les problèmes de l'image générative. J'adore. Mais c'est un peu vrai, on va voir pourquoi. Donc moi je suis chez Neo4j depuis 5 ans et demi. Mon rôle c'est d'accompagner les clients dans l'évaluation de la technologie. Donc très souvent je vais travailler avec des clients et prospects sous forme de preuve de concept, d'atelier. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment agencer graphe de connaissances et IA générative. On va voir comment la formalisation et l'organisation de la donnée, elle est importante pour réussir son RAG. Ça lag, ça fige, je meuble. On n'est pas encore là. Je repartage des partages. Ah bah tiens, c'est marrant. Il avait arrêté mon partage. On voyait, mais c'était bloqué sur la même. Ok. Et ici, est-ce que ça revient en ligne? Toujours sur la slide. Ok. Alors, arrêtez le partage. Bien connecté. Ok. Partager. Attends un petit peu peut-être, parce que c'est pas encore défigé. Juste pas trop d'assistance. Non, on envoie la présentation, je la partage. Vous l'avez envoyée du coup? Ouais, c'est la même. Elle n'a pas bougé. Et puis à ce moment-là, je partagerai mon écran quand viendra le temps de la démo. Ouais. Moche. Okay, alors, je crois qu'on était vers le slide 8. Donc je vais dire slide suivant de temps en temps. Non mais je vois l'écran. Voilà. Je vais rester là, c'est bon. Ok. Pour la présentation. Ok, parfait. Oui, donc comment est-ce qu'on donne une forme aux données qui est efficace pour le mécanisme de RAG? Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser comme data store? Et puis avoir un petit exemple. Je peux passer. Et donc on va commencer par agencer l'IA générative et développer IA générative et graphe de connaissances. Bon, c'est une promesse énorme, l'IA générative. Rien qu'en productivité d'entreprise et en productivité personnelle, je pense qu'on est en dessous de la vérité, enfin, dans ces métriques-là. Peut-être pas celle du haut, mais en tout cas celle du bas, j'ai l'impression qu'on augmente fortement notre productivité. Ça ne va pas forcément se traduire tout de suite en valeur économique. Moi, je suis extrêmement positif là-dessus et convaincu que
si on l'utilise bien, ça va beaucoup nous servir. Et donc, il y a des opportunités incroyables, notamment en automatisation, en amélioration d'expérience client, en résumé, compréhension, lecture. Et finalement, ce qui est particulier, c'est que l'IA générative a rejoint l'humain sur le langage. Donc, on peut imaginer tout un tas de passerelles là-dessus. Et bien sûr, générer du contenu et du code. Voilà. Il y a des analyses qui disent aussi que les 3/4 de la valeur de l'IA générative va venir de ces 4 domaines qui sont Customer Operations, tout ce qui est marketing et vente, ingénierie logicielle et recherche et développement. Je peux avancer. Les challenges, alors le cut-off, donc le fait qu'un LLM a appris jusqu'à une certaine date, on va dire que c'est de moins en moins vrai. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'accélération là-dessus. Mais il y en a encore. Et finalement, on pourrait toujours dire que le cut-off aussi qu'on va avoir, c'est le fait de ne pas avoir de LLM qui répondent sur nos données dynamiques. En tout cas, si on lui a appris sur des données et qu'il y a des nouvelles données qui arrivent en temps réel, par exemple, ne serait-ce que la météo du jour, voilà, il y a une problématique d'accès aux données dynamiques. Il y a des réponses qui sont raisonnables, mais pas toujours exactes. Il peut y avoir des biais hérités de l'apprentissage. J'ai lu il n'y a pas très longtemps des nouvelles de AI 2041. Vous savez pourquoi il y a 2041? Parce que 41, quand tu l'écris, ça fait AI. J'ai adoré. Bon, bref. Et dans ce recueil, il y a quelqu'un, un ancien de Google ou d'une boîte de la tech, qui a approvisionné en technologie. Voilà, il a décrit tout ce que faisait, notamment l'IA générative, l'IA en général, à un écrivain de science-fiction. Et donc, ça fait des petites nouvelles, et ensuite une explication par le techos des technologies qui sont en œuvre et en quoi la nouvelle, elle est assez proche de la réalité finalement, et pas la fiction est très proche de la réalité. Et dans ces petites nouvelles, il y a justement des choses autour des biais. Je vous encourage à lire la nouvelle sur Ganesh Insurance, un truc qui se passe en Inde, et il y a une IA d'une assurance qui devient un petit peu obligatoire. On lui file toutes les données, et elle donne des conseils, et elle donne un conseil à une petite fille de ne pas fréquenter un gamin d'une classe inférieure. Elle est amoureuse de lui, manque de bol. Et pourquoi on lui donne ces conseils? Parce qu'on a, même si les castes sont abolies, il y a encore finalement une défavorisation de la population, et donc ça pourrait être plus dangereux pour la petite fille d'aller dans une zone qui était dans un bidonville il y a 50 ans. Voilà. Très, très intéressant. Donc les biais, le manque de domaine métier, ça c'est quelque chose de très mentionné par les responsables de mise en place de l'IA, et la faculté de vérifier ou pas les sources. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire pour essayer un petit peu de résoudre la promesse de l'IA générative avec des challenges aussi importants, et qui font que certains responsables ont même dit moratoire, ou alors par exemple, pour prendre un truc un peu caractéristique, des données clients, impossible de les mettre dans un prompt vers ChatGPT. Évident. Bon, bref. Mais comment est-ce qu'on va plus loin que ça? Donc, on va continuer à avoir ce petit schéma de Retrieval Augmented Generation. Et on va essayer de voir comment les graphes de connaissances, qui vont structurer la donnée en nœuds et en relations, en gros en patates et en flèches, comme dans votre cerveau, vous avez des neurones et des synapses. Si vous n'aviez pas de synapses, vous n'auriez pas d'idées. Vous seriez au mieux des boîtes chauffantes. Il faudrait continuer à nous nourrir, mais l'intelligence ne serait pas là. On active différentes aires de la mémoire pour créer, par exemple, un souvenir ou une association d'idées, par impulsion électrique, comme ça, je ne vous apprends rien. C'est pour un petit peu imiter ça, finalement, ce fonctionnement. Et puis le fait qu'on a la conviction qu'aujourd'hui, d'autant plus, tout est lié. Vous prenez une grosse boîte qui fabrique des avions, et qui a une grosse problématique de remplacement du Chromium 6
un peu partout, parce que c'est une cochonnerie pour l'environnement. Mais finalement, depuis les procédés de l'entreprise, le produit, la décomposition en pièces, les fournisseurs, les personnes qui doivent être formées, tout est relié pour faire un projet de substitution de matières dangereuses en matières moins nocives pour l'environnement. Donc tout est un peu connecté. Et donc l'entreprise Neo4j, elle est apparue début des années 2000. Et l'idée, c'est que le graphe de connaissances va permettre d'améliorer la pertinence des réponses. On va pouvoir le déployer aussi avec confiance parce que notamment, il y a des notions de permission ou de droit à en connaître. Et le LLM, des fois, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, je lui donne tout, il me donne toutes les réponses. Oui, mais j'ai besoin de poser des rôles, des droits, des permissions, des privilèges sur les informations que je vais restituer. C'est pas parce que j'ai un chatbot multifonction que je vais pouvoir l'interroger sur des données sensibles sur le nucléaire ou que sais-je encore. Alors, première chose, comment est-ce qu'on va améliorer la précision? Le fait d'avoir un schéma flexible pour organiser les données va nous permettre d'aller chercher de différentes façons. J'en vois au moins 3. Déjà, on a un index vectoriel dans les bases de graphes Neo4j. Du coup, on peut faire des recherches par contenu. Par exemple, donne-moi des informations sur telle publication scientifique. Si j'ai vectorisé ma publication scientifique en petits morceaux, je vais retrouver, je vais pouvoir répondre à la question. Et maintenant, donne-moi la relation entre l'auteur de cette publication scientifique et un autre auteur. Dis-moi ce qui les relie entre eux. Est-ce que c'est un sujet de recherche? Est-ce que c'est un essai clinique sur lequel ils ont travaillé? Est-ce que c'est le fait qu'ils travaillent au même endroit? Voilà. Donc, on va pouvoir finalement mapper la réalité, faire un jumeau numérique de la réalité en utilisant ce modèle très simple de graphe de propriétés labellisé. Donc, des nœuds, des relations et des propriétés sur les nœuds et les relations. Et ensuite, donc là, pour avoir un autre schéma du graphe RAG, on va pouvoir avoir une application qui balance une question. On va vectoriser cette question, par exemple, aller chercher la réponse dans l'index vectoriel, et puis enrichir la réponse. Vu qu'on a trouvé des nœuds dont les vecteurs sont très proches de la question, on va ramener ces nœuds, mais un contexte tout autour. On va ramener ce contexte, la réponse et le contexte au LLM, et qui va juste réexprimer la réponse en langage naturel. Ça, c'est une stratégie qu'on appelle hybride, vecteur plus dépendance, vecteur plus Cypher, qui est notre langage de base de données. On a d'autres stratégies. On peut aussi carrément dire, voilà le modèle de la base de données de graphe, voilà ma question, traduis-la directement en requête de graphe. En gros, sujet verbe complément, avec profondeur, avec dépendance. Et ça marche très bien quand on a un vocabulaire métier qui a peu d'équivoques. C'est-à-dire qu'un médicament, c'est un médicament, une molécule, c'est une molécule. On ne va pas avoir trop de synonymes là-dedans. Du coup, donne-moi la molécule qui agit sur telle cible thérapeutique. Ça va être un sujet-verbe complément, donc traduit très bien en langage Cypher. Tu passes. Avec des bases de graphes pas trop grosses quand même. On peut avoir des grosses bases et ça passe pas. On peut avoir on avait poussé un petit peu la machine il y a 3 ans sur le trillion graph. Donc on a fait 1 millier de milliards de nœuds et de relations répartis sur 1000 machines Amazon. Pour te donner une idée de jusqu'où on peut aller, mais sur une single machine, on va sur plusieurs milliards de nœuds et de relations. Je ne vais pas passer tout ce graphe-là où il est. Si. Si. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on passe dans le prompt, c'est le modèle. D'accord? Et donc la question en langage naturel, elle comporte par exemple ce qu'on appelle une encre, un point fixe, qui pourrait être la molécule tartemol. Et la molécule tartemol, j'aimerais bien savoir s'il y a un effet sur je sais pas, telle partie du corps. Et donc, cette question-là va se traduire par un chemin, un parcours de chemin entre la molécule et la partie du corps en question. Mais j'ai des encres, et du coup, mon graphe, il peut avoir des centaines de milliers ou de millions de molécules ou de cibles thérapeutiques, mais pour autant, la question, elle est précise. Donne-moi un chemin entre ce nœud-là et ce nœud-là.
Et c'est le moteur de graphe qui va assurer une heuristique de parcours qui va être efficace. Donc le VM questionne le graphe qui retourne une sous-partie qui est RGB. Exactement. Et ce graphe de connaissances, vous allez créer un modèle qui correspond exactement à votre domaine. Voilà. Alors ensuite, en quoi, oui, pardon. Les vecteurs de l'information qu'on a stockée, mais comment on représente vectoriellement les arêtes? J'arrive pas trop à imaginer. Alors, est-ce qu'on mettrait des vecteurs sur des arêtes? Ou la relation entre deux nœuds, comment on la modélise, justement, quand on fait une recherche vectorielle avec une requête, comment est-ce que... Alors, en général, la recherche vectorielle, elle va souvent, par exemple, si on a essayé de dire un document ou un ensemble de documents, je veux en faire un graphe de connaissances. Quelle va être notre stratégie? Peut-être qu'on va découper le document, en chunks, donc de taille fixe. Ces chunks qui se succèdent, donc on a une relation next entre des nœuds chunks. Et puis ensuite, dans les chunks, on va faire en gros du NLP. On va chercher les entités et les verbes qui les relient. Du coup, on va trouver que tel document parle de telle molécule, ou tel document parle de, je ne sais pas moi, de pneus. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est les concepts qu'on a extraits. Ils vont être reliés entre eux par des verbes, de la sémantique. Ce qui est vectorisé, c'est plus un contenu de texte qui est stocké dans un nœud chunk. Je ne sais pas si je suis clair. Mais on peut vectoriser d'autres choses. Par exemple, des images peuvent être des radios. Bon, je stocke ce vecteur-là. D'ailleurs, on avait fait un petit POC avec un collègue d'Emmanuel sur ce qu'on appelle du trademark infringement. Donc, regarder des images de sacs de luxe sur Internet, voir pour une marque de luxe donnée tout le catalogue, essayer de voir s'il y a des ressemblances. Là, on passe par des vecteurs images, on compare et on crée une relation de similarité en fonction des vecteurs proches. Et donc, moi, je mettrais pas forcément un vecteur sur une relation, je mettrais plus un vecteur sur un nœud qui représente une entité particulière et qui la décrit. Il suffit de suivre les flèches. Justement, les flèches, elles sont... Le modèle les comprend comment... Alors, comment on crée un modèle? Comment on crée un modèle de graphe? Par exemple, j'ai deux nœuds. Un nœud qui représente un livre avec un auteur particulier et l'autre pareil. Et là, la question de tout à l'heure, c'est quel est le point commun entre les deux livres? Ouais. Donc, dans notre graphe, il y a forcément une flèche qui relie les deux nœuds. Et cette flèche-là, c'est quoi son sens Ouais, bien vu. Alors, en fait, dans le graphe, typiquement, on dirait, je vais établir des relations de similarité directes ou indirectes entre les deux livres. D'accord? Peut-être qu'au départ, quand je les charge, il n'y en a pas. Et puis ensuite, je vais faire des analyses. Je vais regarder les entités qu'on a extraites. Ah, il y a le même auteur. Donc, en suivant les flèches, je vais faire document, auteur, document. Et je trouve une similarité. En gros, la structure la plus stable dans un graphe, c'est un triangle. Deux nœuds qui sont reliés à un troisième, j'ai envie de faire quoi? De relier les deux nœuds. Et donc de créer une relation. Mais ça, c'est toi qui vas travailler ton modèle et qui va dire soit j'ai des relations par inférence, donc que je déduis de mon schéma, soit il faut que je fasse l'effort de les calculer. Exemple, j'aimerais bien connaître des documents qui sont semblables entre eux par le contenu. J'ai vectorisé en chunk, et puis je vais faire de la similarité vectorielle. Et en fonction de la similarité vectorielle, je vais établir des relations dans mon schéma en disant ce chunk ressemble à celui-là. Cas d'usage, certification. Je suis dans le milieu bancaire, je dois être certifié par rapport à telle norme. Donc, je prends toute la certification, je la découpe en petits morceaux, je les vectorise, je les mets dans un graphe. Dans le même graphe, je prends tous mes process internes, je les vectorise, je les mets dans un graphe. Je fais de la similarité vectorielle, j'établis des liens. Et la question du PDG qui fait un peu trembler son COMEX, c'est on est compatible à combien de pourcents? Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse un audit. On peut répondre directement par une traversée. Voilà.
C'est clair sur, ok. Sur le fait d'avoir une IA de confiance. Alors, tu peux avancer. Je parlais tout à l'heure de dire le LLM, des fois, c'est un peu tout ou rien. Donc, c'est aussi pour ça que le RAG, c'est intéressant. Et dans le graph RAG, on peut profiter de ce qu'on a dans une base de graphes qui s'appelle le Role-Based Access Control, la gestion fine des rôles et des droits. Et imaginez par exemple que j'arrive en bas, là, au GFOR, et puis je dis, ben, j'ai rendez-vous là-haut. On me bande les yeux, on m'emmène dans l'escalier, enfin, voilà, j'ai pas le droit de voir, et on m'emmène ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une traversée, tout est graphe pour moi, donc je suis allé d'un endroit à un autre, et j'ai pas vu les bureaux que j'ai traversés. J'ai pas eu le droit à en connaître. D'accord? Et donc, en gros, c'est ce concept de traverser sans voir dans les données. Je peux avoir un rôle qui a le droit de savoir que deux nœuds sont reliés, sans pour autant accéder aux propriétés des nœuds et des relations traversées. Donc ça, c'est assez puissant parce qu'on va dire que traditionnellement, on met des droits en lecture et en écriture, mais pas forcément en traversée. Donc, pour l'auditabilité, notamment d'un certain nombre de process, ça, c'est très utilisé. Et donc, pouvoir mettre ces permissions en écriture, en lecture, mais aussi en traversée, puis même définir des permissions spécifiques pour certaines propriétés, exemple militaire, export control, tout ça, c'est très intéressant. Donc, quand vous, en gros, une réponse en langage naturel outillée par le graph RAG va être différente si j'ai un rôle différent. Si mon interface, c'est un chatbot, que j'interroge mon graphe de connaissances, et que j'ai un rôle différent de mon voisin, je vais avoir des réponses peut-être plus limitées ou plus étendues en fonction de mes droits. Et justement, à ce propos, est-ce que ça ne peut pas avoir des effets délétères et en fait, on peut avoir, dans certains cas, une réponse fausse du fait qu'on n'a pas accès à toutes les données, que comme en plus elles sont masquées, on ne sait pas ce qu'on a raté, ou est-ce qu'au moins le système, il peut dire que je réponds n'ayant pas eu accès à ça? Ouais, bah, en fait, dans la stratégie de RAG, si dans ta stratégie, tu dois faire une traversée et que cette traversée, elle est interdite, forcément, tu vas manquer de contexte. Et donc, on peut discriminer si on a pu augmenter le contexte ou pas, et augmenter le message en disant attention, réponse limitée, quoi. Voilà. Mais il faut bien maîtriser sa stratégie de graph RAG justement pour dire attention, si je veux augmenter le contexte alors que j'ai pas de permission, bon bah ça risque de se finir en eau de boudin. Mais par contre, c'est toi qui maîtrises. C'est peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on peut même faire que l'utilisateur à la fin, il sache que ces documents ne lui sont pas accessibles. L'auteur de ce document, c'est un tel, mais la réponse n'est pas basée sur ça. Et en fait, justement, c'est hyper important comme information, de savoir qu'un document n'a pas été pris en compte. Exactement. Et donc, on a notamment un outil qui s'appelle le LLM Graph Builder que vous pouvez tester, c'est en open source. Il permet vous faites par exemple un drag and drop de PDF, ça vous crée un graphe de connaissances. Et ensuite, quand vous posez une question en langage naturel, il vous répond et il vous dit voilà le graphe, les éléments du graphe qui permettent de justifier cette réponse. Voilà les entités et les relations qui permettent de le justifier. Et il permet aussi, dans la toute dernière version, là, d'avoir justement de superposer différentes stratégies de graph RAG. Finalement, on a plusieurs réponses possibles et on va choisir celle qui nous paraît la plus pertinente. Le graphe est construit du coup automatiquement à partir du PDF. Alors, oui, il y a notamment un package qui s'appelle GraphRAG Python qui permet de le faire. Et il y a deux stratégies. Soit on dit, j'ai pas de modèle, trouve-le-moi. C'est limité, c'est créatif, mais c'est limité. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une ontologie, un modèle de graphe de notre métier, et on l'impose au LLM. C'est comme quand en gros, il faut le voir comme une contrainte, le modèle. J'ai des données non structurées dans un PDF, je veux arriver à un graphe de connaissances structuré avec des catégories de nœuds et de relations. Donc je lui dis, voilà, le modèle, c'est ça. C'est ce que j'ai fait, moi, pour une notice de médicament. Je veux tel modèle de graphe. Et je comparerais ça, je veux faire un poème en 4 vers qui parle de notre réunion d'aujourd'hui et des graphes. Quand je demande ça à ChatGPT, il va s'exécuter et il va faire un poème en 4 vers. Super. Je lui ai donné des contraintes.
Et bien avec la génération de graphes, en gros le PDF to graph, ce mécanisme est exactement le même, sauf que la contrainte, c'est le modèle de graphe. Fais-moi rentrer dans cette structuration de données, dans ces connexions-là. Voilà. Si je demande, par exemple, de prendre la bio d'Albert Einstein, et de dire, dans le modèle de données de graphe, je voudrais uniquement la partie qui concerne les mathématiques et la vie personnelle. Toute la physique, j'en ai rien à faire. Ben, il va me créer un graphe de connaissances qui est beaucoup plus limité que si j'avais pris toute l'expérience de physicien d'Albert Einstein. Alors, ces graphes, une fois qu'on les a créés, on peut les traverser, et c'est le propre de cette technologie Neo4j de pouvoir traverser à longueur variable avec une haute performance. Donc en gros, là où les bases traditionnelles vont avoir des courbes asymptotiques en performance de 3-4 jointures, beaucoup de volumétrie, bah là la jointure n'est pas chère, parce que les nœuds sont reliés entre eux par des relations. Les relations, c'est un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Quand je traverse une relation, quand je dis comment je veux traverser un graphe, je saute de pointeur en pointeur et ça va très vite. Donc en gros, le graphe va être utile pour des données connectées, et notamment lorsque vous cherchez à relier des informations sans savoir exactement le nombre de sauts intermédiaires. Le caractère explicable aussi, quand on montre à la fois la réponse en langage naturel et les entités qui sont reliées entre elles, qui justifient la réponse, tout de suite, ça a un peu plus de poids. Voilà. On peut rajouter ensuite des métadonnées et faire évoluer ce modèle pour le rendre encore plus explicable. Et ça a un petit peu force de preuve ou de point d'arrêt. Ah, je comprends que ma réponse elle est pas mal, mais qu'est-ce qui me manque? Bah oui, j'ai oublié une source de données que j'aurais pu rajouter. Donc je change mon modèle de graphe de façon dynamique, je le rajoute, et du coup, quand je reteste mon modèle, mon chatbot par exemple, je vais avoir de meilleures réponses. Un exemple que vous pouvez tester, si vous apprenez la technologie de graphe Neo4j sur la Graph Academy, donc c'est complètement gratuit, hein, il y a un chatbot à l'intérieur. Mon collègue Adam Collet qui l'a fait, il a transformé notre doc en ligne en graphe de connaissances. Donc il a découpé en chunks tout ça, il a mis les bouts de code, il a mis les liens, et le pouce vers le haut ou vers le bas, pour avoir le feedback. Et le feedback est inscrit dans le graphe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que aujourd'hui le feedback il est à 99%, qui est très bon pour un chatbot. Et pourquoi? Parce qu'on répond en langage naturel, c'est quoi par exemple la gestion des index dans Neo4j? Ça répond. Exemple de code, le lien vers la doc, et le pouce en haut ou en bas. Voilà. Comme ça, on a cette notion qualitative qui est donnée par l'utilisateur. C'est d'aller un petit peu plus vite. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va innover avec des applications basées sur du graphe et des LLM? Je veux bien que tu passes. C'est quoi les architectures en général? C'est assez classique. On a quand on est orienté cloud, tout un tas de données à gauche, structurées et non structurées. On va utiliser des ETL, du Spark, du Databricks, on a un connecteur Dataiku aussi pour ceux qui utilisent Dataiku. Et puis on va procéder ces données pour les ingérer sous forme de graphes. On va dire qu'on n'est pas dans le remplacement d'un tout technologique par une base de graphes comme l'a fait Klarna. C'est un peu extrême, mais en général, on s'interface bien avec un SI existant. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir utiliser aussi dans Neo4j, c'est tout ce qui est Graph Data Science. Une bibliothèque de 70 algorithmes à la syntaxe unifiée qui permet de faire de la similarité, détection de communauté, centralité, parcours de chemin, etc. Et ça donne des insights supplémentaires, des connaissances supplémentaires qu'on va pouvoir mettre à la disposition d'un LLM. Quand j'ai trouvé des clusters de fraudeurs dans ma base de graphes, je vais pouvoir augmenter mon analyste fraude par un copilote, et je vais pouvoir lui dire, écoute, hier, on a détecté un réseau de 15 personnes qui transactent ensemble, qui font la fraude à l'identité synthétique. Et donc, si tu confirmes cette alerte, moi, je te fais un résumé en langage naturel qui va partir vers le légal, le judiciaire. Par-dessus, donc, il y a un certain nombre d'interfaces, comme Bloom, qui est un outil plug and play de visualisation et d'exploration de graphes quasiment sans code. Tu peux passer.
Voilà, ça c'est des architectures aussi complètement orientées cloud, donc qui peuvent être déployées sur AWS, GCP et Azure. Et on est compatible avec les studios de data science, Bedrock, Cognitive Services et Vertex AI. Tu peux passer. Voilà, donc améliorer la précision, déployer avec confiance, et puis essayer d'innover avec l'IA générative et les graphes. Alors, pourquoi la donnée elle a besoin d'être changée et pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui donner un peu une forme particulière? On peut avancer. Très souvent, les questions qu'on va poser, elles sont un petit peu hétérogènes. On peut parler de contenu, on peut parler de dépendance, on peut parler des deux. Donc, le langage naturel est assez riche. Et donc, pour pouvoir avoir des réponses sensées à tout type de questions, ben, il faut avoir différentes stratégies de parcours. Tu peux avancer. Et donc, la plupart du temps, on se rend compte qu'on est quand même dans une forme de complexité. On n'est pas forcément que sur du non structuré ou que sur du structuré. Souvent, on a des liens, on a même des documents. Rien que les documents, ben, ils ont une structure. Ce serait bien de la capter. Capter l'organisation d'un document et puis les liens inter-documents. Voilà, on a des operational stores, donc des bases de données qui sont déjà structurées. On a de la sécurité, on a des projets, on a aussi des data lakes. Donc tout ça, ça montre l'hétérogénéité de ce qu'on a dans un système d'information. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir rechercher par index, donc via des vecteurs, mais aussi du full text, mais aussi des index, pourquoi pas spatiaux, si on a des notions de géolocalisation. On va avoir besoin de rechercher des entités. On va avoir besoin aussi de rechercher des connexions entre entités. Et tout ça, donc tu peux avancer, ça nous entraîne à transformer nos sources de données un petit peu hétérogènes en données qui va pouvoir être exploitées par les mécanismes de RAG. Alors, on va passer rapidement les slides qui viennent. Tu peux y aller. Mais en gros, on a, juste avant, on a différentes techniques, donc du mapping déterministique. Donc, par exemple, quand je change d'une base relationnelle à une base de graphes, il y a un paradigme un peu tables for labels. Par exemple, les tables qui représentent des entités vont devenir des nœuds et les tables de jointure vont devenir des liens. Donc, ça, intuitivement, mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait pour transformer un modèle relationnel en graphe. Il y a les embeddings, donc des vecteurs qui vont capter quelque chose. Ça peut être du texte, ça peut être autre chose, ça peut être de l'audio, de la vidéo. On va essayer d'extraire la structure des documents et on va extraire des entités, mais encore mieux, des relations entre les entités. On peut passer. Du coup, selon le type de mes données, complètement structurées, mixées, documents complètement non structurés, eh bien, on va appliquer différentes techniques pour obtenir des index de recherche, des entités et des relations. Donc là, on peut y aller. Voilà, il y a différentes choses, différentes techniques qu'on met en place pour faire ça. Voilà. Alors, tu peux avancer. Et finalement, mon discours est forcément que la technologie au centre est la meilleure pour ça. Et tu peux avancer. Et pourquoi? Parce que finalement, le modèle de données est dynamique, donc c'est le point central. On peut aller sur un développement agile parce que dès qu'on a un nouveau besoin, une nouvelle source de données à plugger à mon modèle, le schéma est agile et va pouvoir s'adapter. Ensuite, c'est assez simple et compact, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de complexité additionnelle à notre modèle de données. Dit autrement, quand je trace sur un tableau blanc le modèle qui décrit mon système, ça reste des patates et des flèches. Ça tombe bien, ce que vous pouvez dessiner, on peut le stocker. Donc il n'y aura pas de complexité additionnelle à ça. Le modèle physique, le modèle conceptuel, c'est la même chose. Voilà. Et puis, ce modèle, on va pouvoir le traverser dans tous les sens. Et là, vous pouvez penser à tous les cas d'usage où il y a une chaîne de dépendance entre les informations qui est requise, et cette chaîne, elle est relativement importante. Voilà. C'est relativement vertigineux ce qu'on peut faire. Notamment, je travaille beaucoup sur la résilience de la supply chain dans l'industrie. Et c'est vrai que c'est une chaîne de dépendance. Voilà. On l'a bien vu, notamment dans le Covid. Tu peux avancer.
Voilà, donc le graphe de propriété, je reviens un tout petit peu dessus. Des nœuds reliés entre eux par des relations et des propriétés clés-valeurs sur les nœuds et les relations. Voilà, Daniel est le frère de Sunita. Il conduit une voiture, c'est une Volvo, et puis la propriétaire, c'est Sunita, par exemple. Tu peux avancer. Excusez-moi, j'ai une question. Quand vous parlez de triple store, c'est quoi? C'est les RDF? Ouais, notamment. Comment expliquer en fait l'intérêt du milieu de votre approche par rapport au triple store? On va dire que, alors, il y a des petites différences, notamment dans un paradigme RDF sujet prédicat objet. On ne va pas forcément avoir de propriété sur les prédicats, alors que le graphe de propriété peut en avoir. Donc ça peut assez bien se convertir, mais en général, il y a des plugins qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et ce qu'il faut dire aussi sur les systèmes de triple store, en général, ce n'est pas des bases de données proprement dites, en tout cas avec un système transactionnel dynamique. Donc là, on a, on va dire, le meilleur de tout ce qui est relier les informations, mais couplé à une base de données qui est transactionnelle full acide. Donc je peux aller absorber des documents un peu statiques, avec, voilà, ils sont produits tous les 6 mois, par exemple, ça va, ça. Mais je peux aussi absorber dedans des données dynamiques. Imaginez des docks de capteurs, ça ne bouge pas trop. Et puis je superpose des événements sur ces capteurs. Et donc je peux finalement relier, tout d'un coup j'ai une erreur, je peux remonter en arrière sur tous les points d'événements de mes capteurs dans le graphe. Voilà, je fais une traversée. Et à un moment donné, quand j'ai peut-être un événement qui était un signal faible, je regarde dans ma doc, et tout ça, c'est du parcours de graphe, et ça va me permettre d'expliquer l'événement qui est la root cause de mon incident que j'ai maintenant. Voilà, donc on voit bien le lien entre langage naturel et parcours. Vous voyez un petit exemple de code cipher, et on reconnaît sujet verbe complément en suivant les flèches. Voilà, un nœud est symbolisé par un cercle. À l'intérieur, on met une propriété qui est mon encre dans mon graphe. Je pars de la personne qui est Daniel, qui est le frère d'une autre personne qui est Sunita. Et je vais aller chercher le fait que voilà, cette autre personne conduit un véhicule. Tu peux passer. Et finalement, si on comparait dans différentes autres technologies, on aurait quelque chose d'un peu plus verbeux, parce que quand on décrit les données par dépendance, finalement, on obtient un code assez compact. Là, encore une fois, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Et si on comparait encore, tu peux passer. Et finalement, ce que je vous disais sur un modèle de performance sous-linéaire. Donc, quand on a un jeu de données important et très connecté, si on reste sur du triple store ou sur du relationnel, le problème, c'est le temps de réponse quand on va traverser à plusieurs sauts. Donc, dès qu'on passe à 3, 4, des milliers de connexions, là, on a un problème de performance. Voilà. Donc, c'est là où la plus-value se situe, la performance en traversée. Tu peux avancer. Les capacités ensuite d'indexation et de recherche. Il y a évidemment la capacité vectorielle qu'on connaît bien avec l'IA générative, mais il y a les index de recherche full text, textuel, range, qui est l'index par défaut, les géopoints aussi. Voilà. Donc on peut faire feu de tout bois avec tous ces types d'index pour rechercher. Tu peux avancer. Et voilà, donc pour un peu résumer tout ça, meilleure précision, meilleure pertinence des réponses sur un graphe dynamique, donc on va pouvoir le mettre à jour régulièrement, et meilleure explicabilité, meilleure gouvernance parce qu'on met des permissions sur les données en écriture, en lecture et en traversée, et puis développement accéléré parce qu'on a notamment des couches full stack recommandées pour, par exemple, facilement faire un chatbot par-dessus une base de graphes, ou exposer une API en GraphQL par-dessus Neo4j. En fait, on peut faire du zéro code sur cette partie-là. Donc, exposer notre graphe de connaissances au reste du système d'information. On peut avancer. Alors, sur la culture de la mesure. Moi, j'aime bien mesurer. Et donc, il y a eu un certain nombre de papiers, notamment de Microsoft,
mais aussi de Data 2, sur le fait que le knowledge graph améliore les réponses des LLM x3, mesurées à l'appui. Alors, on est allé un peu plus loin là-dessus, tu peux avancer. Et on est allé mesurer avec un package qui s'appelle Ragas la pertinence du knowledge graph avec la technique de GraphRag pour répondre à des questions en langage naturel. On l'a intégré dans l'outil LLM Graph Builder. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est en train de rajouter ces métriques directement dans les frameworks autour de LangChain, etc., qui permettent de mesurer un certain nombre d'axes, la pertinence, je trouve plus les mots là-dessus, mais enfin, en gros, comment on note des modèles de machine learning avec la précision, j'ai plus en tête, mais vous le savez sûrement mieux que moi, comment on note un modèle de machine learning, accuracy, je trouve plus les... Voilà. Mais en gros, il y a les modèles équivalents pour noter l'IA générative. Du coup, on peut tout à fait envisager d'avoir un petit cycle de fiabilisation de notre graphe de connaissances en disant, avant de le confier à un utilisateur final, on va faire des tests et on va aussi utiliser l'IA générative comme étalon. Donc, je vais comparer mes stratégies de GraphRag avec un étalon pour dire, bah oui, je suis sur des réponses précises ou pas. Et on pourrait juste comparer, par exemple, vectoriellement aussi les réponses avec un étalon. On peut avancer. La compréhension des données, ça c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur aussi la superposition du graphe avec une explication en langage naturel. Et puis, tu peux passer la gouvernance des données. Alors, je vais essayer de profiter d'une accalmie réseau pour présenter une toute petite chose pour terminer, parce que je vois qu'on va se laisser un peu de temps pour les questions derrière. Normalement, je devrais arriver à un slide qui s'appelle démo. Ah oui, ok, je vais juste expliquer ça et après là. En gros, tu peux passer au 3e slide. Voilà, celui-là. Si vous avez un truc à lire pour vous renseigner sur le sujet, c'est ce qu'on appelle le GraphRag Manifesto, qui a été écrit par Philippe Rattle. Et là, vous avez vraiment la big picture. Donc, en bas à gauche, vous avez vos données structurées et non structurées. Et vous utilisez le LLM, avec ou sans contrainte, pour créer un graphe. La contrainte, c'est le modèle. Donc, on va utiliser dans le package, par exemple, GraphRag Python, ce qu'on appelle le KG Builder, le Knowledge Graph Builder. Et on va créer des chunks, on va transformer les données, on va avoir des techniques de reconnaissance d'entités, de relations. On va créer des vecteurs, on va enrichir ce graphe. Donc, on crée un graphe de connaissances. Donc là, dans ce cas-là, Neo4j est en output du LLM. Et maintenant, le Neo4j est aussi en input, en utilisant cette fois le mécanisme de GraphRag. J'ai une question, mon agent va aller chercher dans la base avec la stratégie qu'on choisit. Et ça dépend vraiment de votre utilisation finale. Si vous êtes sûr de votre vocabulaire métier, text to cipher, ça va bien marcher. Si vous voulez, et donc notamment, il suffit de fournir le modèle de graphe au LLM pour qu'il transforme en langage cipher, et on va voir ça dans une petite démo. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on va utiliser en général une combinaison des trois, donc les dépendances, les vecteurs pour le contenu, et puis la graph data science pour augmenter nos connaissances avec des choses supplémentaires. On va avancer. Ah, le voilà. Donc là, on va changer de partage. Partager mon écran. J'espère que ça va se voir et qu'il n'y aura pas trop de lag. On imputera tout le lag au réseau et non pas à la performance de mon application. Voilà, je vais juste montrer ça et je vais vous montrer un peu sous le capot ce qu'il y a. Donc, okay. Je partage pas. Ah bah, décidément. Ça lag à fond. Waouh. Ça va être surprenant. Alors, attends. Partager. Ça va être en présentiel. Je vais filmer pour la remettre. Partager. Est-ce que j'avais tout l'écran? Ah oui, ça y est, il me propose tout l'écran. Toc.
Est-ce que ça a l'air de le faire? Bon, je vais juste. Donc, je suis en train de montrer un chatbot. Et ce chatbot, il concerne un graphe qui a été composé à partir de PDF comme ça, qui sont des notices de médicaments. Je disais qu'ils sont en train. Non, vous êtes vraiment méchants aujourd'hui. Bon, décidément. Tu n'arrives vraiment pas à te connecter sur le Wi-Fi du site? En fait, je m'étais connecté sur le Wi-Fi du site et j'arrivais pas à accéder au Teams. C'est ubuesque. C'est pas grave. Donc là, j'ai une notice de médicament, le Geptana, un laboratoire français qui doit s'appeler Sanofi. Et donc, j'ai mes prescriptions médicales et c'est un petit peu structuré. Et ce que j'ai regardé dedans, en gros, je me suis pas trop fait suer. J'ai pris les sections et puis je me suis dit, ben, je vais en faire des nœuds. Voilà. J'aimerais bien avoir des warnings, des précautions. J'aimerais bien savoir quelles sont les populations à risque. J'aimerais bien avoir quelles sont les réactions non voulues sur le médicament, etc. Du coup, j'ai créé un graphe de connaissances et que je peux interroger. Et je peux notamment avoir différentes stratégies de RAG. Ici, donc, j'ai un petit chatbot qui dit ben, de quoi me parle le document. Bon, ben, Geptana, c'est dit aussi cabazitaxel, etc. Voilà. Parle-moi des réactions, comment on dit, adverse reactions. Ça y est, je l'ai plus. Voilà, exactement. Indésirable. Et effet indésirable. Et du coup, ben, il me répond sur les réactions, les effets indésirables de Geptana. Très bien. Comment je peux prouver que c'est bien ça ma réponse? Alors, sous le capot, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une API en Python qui est appelée par mon chatbot. Et donc, mon API en Python, elle est, bon là, elle est allée chercher des gros chunks de mon document, donc c'est pour ça que la réponse est un peu verbeuse. Et puis, ben là, j'ai un petit chatbot qui a été fait avec Needle Starter Kit, c'est un framework JavaScript où vous avez des templates d'interface. Donc, un template de chatbot, un template de moteur de reco, etc. Et vous pouvez le connecter directement ou indirectement à la base. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai connecté à une API en Flask. Et cette API, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle implémente du GraphRag selon une stratégie de text to cipher. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, est-ce qu'il est toujours là? Ça, c'est tell me about the document. J'espère qu'il est toujours connecté. Sinon, je vais avoir un effet démo. I cannot tell you. Voilà. Donc là j'ai une réponse. Et en fait, quand je switch sur mon API, bah là, il est en train, il a créé une requête Cypher. Ça s'appelle comme ça, d'accord. Et cette réponse, elle a été ensuite formalisée par le LLM. Donc finalement, j'ai converti mon langage naturel en requête de traversée de graphe. Bon là, j'ai pas traversé, hein, je suis allé chercher le nœud document, et vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, ma réponse est formulée par le LLM. Et ma stratégie, c'était de faire du text to cipher. J'aurais pu faire une autre stratégie, voilà, par augmentation de contexte, etc. Et ensuite, ben, si j'ai besoin d'un caractère explicable, je vais pouvoir me dire ici, donc là, ça c'est l'interface qui s'appelle Bloom. Je vais essayer alors, je suis dans une résolution un peu... mais en gros, ce que je vais pouvoir faire, c'est des traversées. Alors, je vais faire un clear scene, s'il veut bien. Il veut pas. Voilà. Donc, je nettoie mon... je vais pouvoir dire, bon, ici, j'ai un document. Dans ce document, j'ai des chunks. Donc là, je fais sujet verbe complément, quoi. Je suis. Et dans ces chunks, bah, je dois avoir. Donc
qui sont extraites, et notamment un médicament. Et ce médicament, j'aimerais bien aller chercher, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme overdosage. Voilà. Et donc ça, c'est mon parcours via les entités. C'est exactement ce que j'ai fait dans ma question en langage naturel. On va me chercher un document, ses effets secondaires, ou, les populations à risque, etc. Et donc, pour essayer de finir à peu près à l'heure, en fait, vous pouvez maîtriser totalement la façon dont vous allez retirer l'information. Le périmètre, la profondeur, donc comme ça, vous allez maîtriser, en fonction de la question en langage naturel, la portée des informations qui vont être consultées. Finalement, on utilise le LLM comme perroquet, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui vient après? C'est tout ce qui est IA agentique. Du coup, d'avoir des agents qui ont différentes stratégies pour aller retirer l'information dans le graphe. Et peut-être un agent au-dessus, par exemple, qui va faire la police. Oh ben, vous devez faire votre boulot. Moi, je vais agréger les différents boulots en fonction d'un prompt ou d'une consigne. Mais ça, c'est la base d'une IA plus précise, applicable, et qui donne des très bons résultats en précision. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Emmanuel pour l'hippodrome. Désolé pour ça. On a le temps pour questions. Ouais, là, ici. J'ai une petite question. Du coup, pour être sûr que j'ai bien compris, une fois qu'on a généré la requête Cypher, on va placer ça dans un agent. Le résultat du graphe, ça généré dans un agent, il va formuler la réponse en fonction de l'agent qu'on a développé, c'est ça? Ouais, c'est même complètement encapsulé. La partie donc KG Builder, là, c'est pour créer le graphe. Et la partie GraphRag, là aussi, dans le package GraphRag Python, il y a ce qu'on appelle des retrievers. Et donc, tu as des exemples de retrievers, et toi, tu peux coder ton propre retriever. Donc, mais sur étagère, tu peux prendre un retriever text to cipher. Et du coup, quand tu vas taper ta question, bah, tu vas demander, je veux avoir la réponse en utilisant le retriever. Et donc, ta réponse en langage naturel va utiliser cette stratégie pour convertir ta question en aller chercher l'information avec une certaine stratégie dans le graphe. Voilà. Alors, dans la partie retrieval, c'est ce que tu viens de décrire, ça. Mais du coup, moi, c'est toute la partie après résumé de ce qui a été décrit. Ça, donc, c'est un agent qui passe sur tout graphe qui a été alors, en gros, toutes les informations qu'on a rapportées. Donc, par exemple, les précautions d'usage d'un médicament. Bon, ben là, je trouve un passage qui concerne ces précautions d'usage. Mais je peux prendre aussi autour de ces précautions d'usage, précautions d'usage pour quelle population à risque. Donc, je vais chercher dans le graphe le nœud population à risque. Je vais le ramener. Donc, je vais avoir mon texte, mes populations à risque autour, et peut-être une liste. Voilà. Et c'est ça que je donne au LLM. Et le LLM, ensuite, il formalise. Donc, on met tout dans le contexte. Et on décrit les transitions aussi. On lui dit, là, il y a l'information de transition. Là, c'est ce médicament. Et la population à risque, c'est ça. Donc, on met le nœud du médicament. Transition à risque, la personne à risque, c'est la transition. Et la cible, c'est la population à risque. Et on lui laisse après former sa réponse. C'est ça? Ah ouais, tout à fait. C'est assez. Oui, c'est vraiment utiliser le LLM pour formaliser. Et le prompt, il est hyper light là-dessus. Et ça n'arrive jamais qu'il génère des requêtes Cypher qui soient incorrectes? Si, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là alors, il y a un autre outil qui s'appelle NeoConverse, où on peut donc directement se brancher sur une base de graphes. Et on lui dit prends le schéma. Lui, il prend le schéma et lui, il fait que du text to cipher. Donc, il prend cette contrainte et il va chercher aussi des termes similaires. Par exemple, si j'ai un nœud qui s'appelle manage, voilà,
et puis qu'il y a un synonyme de manage dans ma question, bah, il va pouvoir aller coller quand même au modèle parce qu'il va chercher le terme le plus proche. Mais il y a des limites, et notamment pour des requêtes Cypher un peu compliquées, des traversées à longueur variable, tout ça. Là, on peut rentrer dans du few shot learning. Donc, je peux rajouter à mon NeoConverse, à mon agent NeoConverse, je peux rajouter quelques questions qui sont résolues par une requête Cypher compliquée. Du coup, quand je rentre dans cette complexité-là, il va chercher non pas uniquement dans la traduction texte Cypher, mais il va chercher dans le cache en gros d'apprentissage les requêtes compliquées. Voilà. Automatiquement, c'est une requête compliquée, donc il a besoin de cache. Non, c'est pas ça. Il va chercher à la faire, la requête compliquée, okay. Mais on va surtout lui dire celle-là, elle est vérifiée. Celle-là, elle va marcher. Voilà. Après, on a de moins en moins de problèmes. C'est-à-dire que oh là là, je vais être imbuvable en disant ça. Nos docs sont tellement bien faites. Et du coup, les LLM, quand ils apprennent, ils font des progrès aussi. Et notamment, Grok est super fort en Cypher, plus que moi. Pourtant, j'en ai bouffé du Cypher. Mais je vois, fais-moi, voilà le modèle, voilà ce que je voudrais faire, fais-moi la requête Cypher. Des fois, je me dis, on est bien peu de choses, hein, nous les humains. Enfin, c'est vrai, enfin, la qualité du code, et j'utilise tous les moyens possibles. Et notamment, il y a des procédures stockées qui s'appellent les APOC. Il y en a 600. Moi, je les connais pas par cœur, quoi. Bah, c'est assez bluffant. Voilà. Après, il y a toujours des petites erreurs, des inexactitudes. On n'est pas sûr du parfait, quoi. Mais on peut réduire à quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents. Vous corrigez automatiquement. Merci. Il y avait une question là-bas. Ouais. Du Cypher, est-ce que l'aspect coût de la requête est pris en compte? C'est-à-dire, on cherche à avoir des requêtes moins coûteuses pour faire par exemple un select pour la base de données. Oui. Ou pas? Et c'est pris en compte? Alors, pour avoir des requêtes efficaces, Cypher, on peut les profiler. Donc, quand on fait un profile ou un explain, voilà, on peut avoir le plan d'exécution de la requête et vérifier un certain nombre de métriques. Donc, notamment, un premier métrique qui sert, c'est la latence. Bon, combien de temps ça met? Mais il faut faire attention parce que j'ai quelle machine. Donc, si j'ai une latence de 2 millisecondes avec un super serveur, ça ne veut pas dire que j'ai optimisé ma requête. Donc, il y a d'autres métriques, et notamment, en gros, un plan d'exécution, c'est un ensemble de modules en parallèle ou en séquentiel, mais c'est un graphe acyclique dirigé. Donc, on arrive à la fin par un résultat, d'accord? Et on se passe ce qu'on appelle des enregistrements, des records, d'un module à l'autre du plan d'exécution, d'un opérateur à l'autre. Plus on a de choses en mémoire qui se passent d'un module à l'autre du plan d'exécution, moins on a une requête performante. Donc il faut chercher à optimiser ça. Combien et comment est-ce qu'on filtre correctement? Et la première chose à faire, c'est d'indexer correctement les propriétés. Parce que si je fais un full scan sur un ensemble de nœuds, par exemple des médicaments, dans une base de données qui en fait 10 millions, et que je n'ai pas mis d'index sur le nom du médicament, tout simplement, bah déjà, je commence par trier 10 millions. Et en plus, si ces 10 millions ils sont connectés à autre chose, je peux avoir assez vite un out of memory, etc. Donc, il faut avoir ça. Et puis, il y a aussi une autre métrique, c'est les I/O. C'est-à-dire, si ma donnée elle est en cache, très bien. Mais si elle n'est pas en cache, je vais aller lire sur disque. Et là c'est ce qu'on appelle les DB hits dans un explain plan. Donc tout ça, ça se maîtrise. Il faut faire un peu de formation Graph Academy, publicité. Et ensuite, quand on est capable de profiler une requête Cypher, ben on apprend très vite que voilà, avec tel index, on va avoir une requête efficace. Mais quand je vous dis efficace, la plupart des traversées sur des requêtes simples, c'est inférieur à quelques millisecondes. Voilà. Même des traversées complexes. C'est ça qui est surprenant, c'est le fait de faire un chemin à longueur variable, même de suivre, par exemple, des transactions bancaires. Une personne donne une autre personne, un phénomène de ruissellement
en lutte contre le blanchiment. Bon, bah, des fois, on a une chaîne de 100 transactions. Et si on avait voulu le faire avec une base relationnelle, on aurait fait 100 jointures. C'est impensable à écrire. Quand on écrit par exemple une requête pour chercher quelque chose, on essaie d'optimiser, mais automatiquement. La requête automatiquement faite par le. Bah, elle va être performante si toi, dans ton modèle, tu as positionné des index. Donc, dans la création de ton graphe de connaissances, il va falloir que tu penses ton graphe comme étant efficace en traversée. Voilà. Donc, si tu as un énorme graphe de connaissances avec des centaines de millions de nœuds et de relations, il y a forcément cette question d'optimisation de la base de données et de la traversée, parce que le LLM va juste convertir une question en traversée, en chemin. Est-ce que ce chemin, il est efficace? Ça dépend de l'ingénierie de ta base, hein, et c'est de l'exploitation classique d'une base de données. La topologie de notre graphe sur le. Vous venez de parler sur, par exemple, on a dit un graphe acyclique orienté. À quel point la topologie de notre graphe peut avoir une influence sur notre tâche effectuée avec le graphe macro. Ouais. Il y a des topologies, des types de graphes qui sont préférables à avoir dans ce cas-là. En gros, il y a plein de structures de graphes différentes. On peut un arbre, c'est un graphe. Un réseau social, c'est un graphe. Une liste chaînée avec des événements qui sont tous reliés à un objet. On peut penser à un capteur. Bah, là aussi, c'est une forme de graphe. Et en général, dans un graphe, on va avoir la superposition de ces différentes structures. Et bon, les pistes pour optimiser le parcours, c'est d'abord d'avoir quelque chose de simple. Donc en gros, le graphe ultime qui décrirait votre donnée à un grain fin, extrêmement fin, par exemple de capter toutes les entités qu'il y a dans un document et vous avez des centaines de milliers de documents, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous lancer juste dans un projet utopique? Mais par contre, si ce que je veux capter, c'est une donnée utile pour un use case précis, voilà, donc il y a une question de compacter un peu notre modèle de graphe. Et il y a des techniques pour ça. Voilà. Donc déjà, avoir un nombre de types d'entités et de relations qui soit un peu sain, quoi. Si on a 150 000 types d'entités, là, est-ce qu'on est en train de bien faire notre travail et voilà, c'est sans doute de la surqualité, quoi. Enfin, mal placé. Donc, un modèle simple, ça aide, qui est représentatif du tableau blanc, et compréhensif. On s'est mis d'accord sur le tableau blanc. Si je monte mon modèle de graphe à un utilisateur final, on doit avoir ce visuel comme point d'accord. Le modèle de graphe doit être coordinateur de point de vue entre ce que je veux faire côté métier et ce que je vais faire côté IT. Bon, ça, c'est la première chose. Et après, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Alors, il y a des mécanismes dans Neo4j aussi pour empêcher les boucles dans les parcours. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus sur les cycles de graphes. Et après, on peut. Bon, j'ai pas vraiment de réponse toute faite là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux de faire dans un graphe? Si on verra. Je vais réfléchir. Merci. Ça fait bien.